Bonjour à tous. Je dois d'abord vous dire que j'ai vécu un moment un peu pénible ce matin puisque j'ai passé environ, non pas toute la nuit, mais 1 heure et demie à élaborer un beau PowerPoint pour faire la synthèse des défis. Et puis l'ordinateur a bugué et le PowerPoint a disparu. Donc je dis pas ce qui relativise tout ce qu'on peut dire sur le numérique. Ouais, c'est une transition numérique un peu ratée. Je dis ça ni pour justifier ma mauvaise humeur, ni pour me faire plaindre, mais pour que vous preniez des notes, parce que du coup, j'ai pas de documents à vous laisser. Ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre de manière très compactée, très résumée, sous forme de mots-clés, les défis de chacun des ateliers d'hier, et puis ensuite de poser que je questionnerai dans un certain nombre de cas, et puis ensuite j'essaierai de formuler trois des défis communs à l'ensemble des ateliers que vous avez exprimés hier. Premier atelier, celui sur le vieillissement démographique et les enjeux intergénérationnels. Dans cet atelier, vous avez, semble-t-il, essentiellement évoqué l'idée qu'il fallait que le centre social sorte de ses murs et aille vers les habitants, aille à la rencontre de la population. Ça doit sans doute dénoter le fait que dans la fréquentation du centre social, il peut y avoir une certaine homogénéité de génération et qu'on ne touche peut-être pas à l'ensemble de la population. Ça concerne tout particulièrement les personnes âgées. Il me semble que dans cet atelier, il y a un défi qui n'a pas été formulé, qui me paraît pourtant être tout à fait important en matière de relations intergénérationnelles, c'est le défi des activités intergénérationnelles. Parce que lutter contre l'isolement des personnes âgées, aller vers, tendre la main, être à l'écoute, donner la parole, c'est évidemment une partie très importante du chemin, c'est sans doute indispensable, mais ce que montre le retour d'expérience des jeunes volontaires en service civique qui sont sur ce terrain de la lutte contre l'isolement des âgés, c'est que là où les choses décollent vraiment, c'est quand on trouve des activités, quand on met en action les jeunes et les vieux ensemble. Et ça, je pense qu'en termes de conception d'activité du centre social, c'est un réel défi. Deuxième atelier, l'atelier sur la transition économique. 3 thèmes ont dominé les débats autour d'une... Alors celui-là, j'y ai participé, je peux être un petit peu plus détaillé peut-être. On sent bien qu'il y a une question d'identité. Et j'y reviendrai dans les défis communs, dans le fait de se tourner vers la dimension économique de l'activité, se tourner vers les acteurs de l'économie, et que la façon dont nous avons hier avec Hugues présenté les grandes données globales de la transition économique nous a peut-être un peu éloignés de la réalité économique telle qu'elle est vécue sur le terrain. Armand Rosenberg, qui animait l'atelier avec moi, a tenu à souligner ce point. La façon dont nous nous représentons les acteurs économiques ne concerne que le haut de la pyramide. On parle beaucoup des grands acteurs mondiaux, des GAFA, des multinationales, du casino financier, etc. C'est une partie évidemment très importante de l'activité économique, mais il y a tout le bas de la pyramide, c'est-à-dire l'entreprise qui est sur votre territoire, qui est proche de chez vous, c'est-à-dire l'activité socio-économique qui crée des emplois, l'activité de service, c'est-à-dire le travail des artisans, c'est-à-dire la création d'entreprises. Cette couche-là de l'activité économique n'est pas suffisamment présente dans nos analyses, probablement parce qu'elle n'est pas suffisamment présente dans la représentation que les médias, les organes de vulgarisation économique font de l'économie. On parle beaucoup de ces acteurs qui surgissent au niveau mondial et qui ont un impact important, y compris sur notre vie quotidienne, dans les objets que nous utilisons et l'usage que nous en faisons. Mais notre appréhension de la réalité économique est sans doute un petit peu décalée par rapport à celle qui est la plus proche de notre activité. Du coup, il y a 3 défis sur le terrain de l'économie. Premier défi, c'est un défi qui s'adresse à tout le secteur associatif, à tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. Comment mesurer la valeur créée par notre activité ?
Comment mesurer la plus-value, a-t-on dit, de la présence d'un centre social sur un territoire? Comment argumenter sur le fait que nous créons de la valeur? Est-ce que nous créons de la valeur simplement parce que nous évitons des dépenses publiques de réparation, parce que nous sommes là pour faire de la prévention, etc. Ou bien est-ce que notre activité a des effets, un impact économique sur le territoire? C'est une question importante, difficile. Elle ne concerne pas que les centres sociaux. La Fonda, l'Avise et le labo de l'ESS lancent une grande étude sur cette question de la mesure de l'impact social et de la création de valeur. Nous aurons, j'espère, l'occasion d'en reparler. Deuxième défi, se tourner vers les entreprises, aller chercher du dialogue, aller chercher du partenariat avec les entreprises. Ça renvoie à ce que je viens de dire sur l'image qu'on se fait de l'entreprise. Il nous a semblé, à vous écouter jouer aux cartes hier après-midi, que celui qui tenait le rôle de l'entreprise la caricaturait un peu trop facilement en acteur exclusivement occupé d'augmenter sa marge bénéficiaire et de faire du profit au mépris des réalités humaines, au mépris des réalités de son territoire. Je peux témoigner sur la base de mon expérience territoriale que ce n'est pas l'état d'esprit des entrepreneurs que l'on rencontre dans la réalité. Troisième défi, quel rôle peut jouer le centre social dans la création d'activités économiques sur son territoire? Ça, c'est un défi compliqué. Quelle posture on prend par rapport à la problématique des entrepreneurs sociaux? Comment on se situe par rapport au business angel, par rapport à l'ADI, par rapport à tous ces organismes qui ont comme vision du monde, comme doctrine de dire pour lutter contre la pauvreté, il faut faire de chacun un auto-entrepreneur. C'est pas dépourvu d'ambiguïté comme problématique, mais néanmoins ça a des impacts réels. Ça, c'est une question sur laquelle il faut probablement que vous clarifiez votre position. Troisième atelier, l'atelier sur la transition numérique. Très clairement, vous avez estimé que vous aviez un rôle à jouer comme médiateur de la transition numérique, comme opérateur de l'e-inclusion de l'ensemble des habitants. Vous êtes au premier rang de la fracture numérique. Vous avez un rôle à jouer pour réduire cette fracture numérique. Vous avez un rôle d'observateur tout à fait privilégié sur les usages du numérique. Bien sûr, il y a le côté pédagogique, le côté médiateur, les ateliers pour initier les gens à la manipulation des outils numériques. Mais au-delà, il y a une question qui me paraît plus complexe et dans laquelle vous avez un rôle à jouer, qui est la question des usages du numérique. Il y a des outils numériques en pagaille sur les smartphones, et surtout sur les smartphones et les tablettes, dont l'usage a, vous le savez peut-être, dépassé l'année dernière celui des micro-ordinateurs. Donc, dans le monde numérique lui-même, les mutations vont très très vite. Il faut se demander si ces usages ont un impact possible, une utilité par rapport à vos missions. Il y a la question de l'accès à la culture numérique, l'accès à ce qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire la compréhension des mécanismes qu'il y a derrière les outils numériques, mais il y a aussi la façon de comprendre comment ces outils numériques peuvent venir au soutien de vos missions sociales. Sur ce terrain-là, je ne saurais trop insister sur le besoin que vous avez, et que là, la fédération elle-même a un rôle à jouer, ainsi que les fédérations départementales. Il y a bien des acteurs associatifs qui ont des initiatives, qui sont porteurs de projets sur ce terrain de la réduction de la fracture numérique. J'étais samedi au salon de l'éducation avec la Ligue de l'enseignement pour lancer une opération de 500 jeunes volontaires en service civique sur des missions de ce type. Il y a d'autres réseaux associatifs qui mobilisent des jeunes volontaires sur les enjeux du numérique. Donc là, vous avez des partenaires à aller chercher. Dans l'atelier sur la laïcité, on a surtout évoqué la position, le rôle du centre social comme lieu d'échange, où les tensions, les difficultés, les questions posées par la présence du fait religieux dans l'espace social et dans l'espace public et par la laïcité devaient pouvoir être abordées, discutées, éclairées. Et vous avez exprimé, me semble-t-il,
le besoin peut-être d'accroître encore la compétence, de former les professionnels du centre social pour pouvoir faire face à ces questions difficiles avec les armes les plus efficaces. J'ai été personnellement étonné de voir sur les post-it le mot laïcité écrit au pluriel. Là, je dois vous dire que pour moi, c'est un malentendu absolu, parce que pour moi, il n'y a pas la laïcité n'est pas une pratique, la laïcité n'est pas une chose à géométrie variable, c'est une règle de séparation entre la puissance publique et le fait religieux. C'est une règle de neutralité de l'espace public et de la puissance publique par rapport au fait religieux. Ça n'est pas une règle d'exclusion du fait religieux hors de l'espace public, mais c'est une règle qui implique que le fait religieux ne s'impose pas dans l'espace public. Et donc, je ne vois pas comment ça peut être pluriel, mais là, ce malentendu, ce que moi j'estime être un malentendu, montre que la question n'est pas complètement clarifiée et qu'on a effectivement besoin d'approfondir ça. Un dernier mot sur ce point pour dire que ce qui fait consensus entre vous, manifestement, entre nous d'ailleurs, c'est que notre conception commune de la laïcité est celle, bien entendu, d'une laïcité inclusive et non d'une laïcité d'exclusion. Mais ça, pour le coup, c'est un enjeu proprement politique. Dans le 5e atelier, sur les territoires et les institutions... Je suis obligé, Yannick, de vous rappeler que le temps file. Je ne sais pas combien d'ateliers il vous reste à décrire. Il m'en reste encore 3 et 3 questions communes, donc quelques minutes, ça va être fait. Super. Sur les territoires et les institutions, la problématique est clairement que les réformes institutionnelles, la réforme territoriale, éloignent les institutions publiques du territoire. Que vous avez le sentiment, et je le partage totalement, que ces grandes régions, ces grandes intercommunalités sont des institutions hors sol, vont de plus en plus se comporter comme des agences et vont de moins en moins avoir la capacité de structurer le territoire. Et ce que vous appelez le territoire ou les territoires, c'est bien entendu un espace géographique, mais c'est l'ensemble des acteurs et des communautés d'action qui existent sur ce territoire et qui cherchent des outils et des moyens de se structurer. Vous estimez qu'un des défis lancés aux centres sociaux, c'est d'être des acteurs centraux de cette structuration du lien entre les citoyens, les habitants et les structures institutionnelles et politiques. Le centre social doit pouvoir se vivre, avez-vous dit, comme un corps intermédiaire. C'est une notion qui est extrêmement intéressante parce que ça renouvelle totalement la notion de corps intermédiaire. Le corps intermédiaire n'est plus l'institution sectorielle, professionnelle, catégorielle qu'il a longtemps été, mais c'est un lieu de rencontre, d'échange et d'action sur le territoire qui permet de faire le lien entre ces citoyens divers, fragmentés, mobiles que j'ai essayé de présenter hier et puis l'institution politique. Il me semble que c'est un défi magnifique pour les centres sociaux, mais qui pose des problèmes sur lesquels on va revenir rapidement. Vous avez en tout cas pensé qu'il y avait un défi qui était posé par ce vide que vous ressentiez entre les citoyens et les institutions qui peinent à les représenter. Dans l'atelier sur la transition démocratique, vous avez estimé que votre rôle était de rendre possible, de structurer, de clarifier, de rendre audible la parole citoyenne. Vous avez estimé que le rôle du centre social n'était pas d'être un médiateur descendant de la politique publique vers ses bénéficiaires et usagers, mais qu'il était le lieu où de transmission ascendante des besoins de la parole des citoyens vers les institutions publiques. Donc cet atelier rejoint la problématique du précédent. J'insiste pour ma part sur le fait que pour faire remonter la parole, il faut créer du langage commun. Et que probablement un des défis posés aux centres sociaux, dans une société où les langages des différents niveaux de la société s'éloignent le plus des uns les autres et où le langage médiatique sur le plan de la parole, de l'expression est extrêmement appauvri, il me semble qu'un des défis lancés aux centres sociaux est d'enrichir le langage permettant d'exprimer la parole des habitants. Ça suppose la mobilisation de moyens culturels, de moyens d'animation. C'est le cœur de votre métier. Sur la transition écologique, enfin, peu de post-it, mais une idée assez simple qui est de faire de la transition écologique, du geste
écologique, un fil conducteur des actions du centre social, de la même manière que la participation des habitants, le pouvoir d'agir, est un des fils conducteurs de votre action. Je pense en effet qu'aujourd'hui, un des défis de la transition écologique, une fois qu'on a parler des grandes politiques publiques, c'est la question bien illustrée par le film que certains d'entre vous ont vu hier soir, c'est la question de comment on fait pour multiplier les gestes du quotidien qui changent les attitudes et qui progressivement changent notre perception et notre pratique des enjeux écologiques. Pour conclure, je voudrais exprimer ce que j'ai décrypté comme étant 3 défis communs à l'ensemble des ateliers, et 3 défis qui, me semble-t-il, sont vraiment importants dans votre réflexion stratégique sur l'avenir des centres sociaux. Premièrement, dans tous les ateliers, vous avez exprimé le besoin de sortir des murs et de décloisonner l'action collective. Ce besoin, vous n'êtes pas le seul à le ressentir, c'est une phrase qu'on entend dans toutes les réflexions collectives. Et donc, mettez en commun cette attente, ce désir de décloisonnement, mettez au centre de votre stratégie l'alliance avec d'autres acteurs de votre territoire. Le centre social n'est pas une île isolée au milieu d'un océan d'hostilité, il est un acteur parmi beaucoup d'autres. Il y a dans le monde associatif et dans le monde de l'ESS un véritable fourmillement d'initiatives, d'innovations, de volonté d'action. Il faut que vous rejoigniez des alliés sur ce terrain. Beaucoup d'entre vous ont évoqué l'indépendance des centres sociaux. Je pense pour ma part que c'est une illusion, qu'il ne peut pas y avoir d'indépendance des centres sociaux, qu'il peut y avoir évidemment dans la gouvernance, dans la façon de mener les projets, l'affirmation d'une autonomie par rapport à la collectivité locale, par rapport à la politique, le refus d'une instrumentalisation, c'est une vieille question que nous avons déjà abordée souvent, mais c'est vraiment dans l'interdépendance, dans la gouvernance de l'interdépendance, des alliances, des partenaires, que vous trouverez davantage de force pour votre action. Deuxième défi commun, vous avez souvent confronté aux mutations qu'on a évoquées dans les ateliers, vous avez souvent invoqué l'identité et les valeurs du centre social. La question que je vous pose est de savoir si l'identité et les valeurs sont des choses que l'on affirme a priori avant d'agir, ou si ce sont des choses que l'on construit, que l'on fait évoluer et que l'on reformule dans le cours de l'action. Si on pose son identité comme un préalable à l'action, on s'interdit l'innovation et on s'interdit l'alliance. Si on pense que l'on construit son identité dans l'action, dans la prise de risque, dans l'innovation, dans la recherche du partenariat, alors je pense qu'on est capable de construire une identité solide. En tout cas, la façon dont vous exprimez, dont vous énoncez et dont vous traduisez vos valeurs dans la pratique est véritablement un défi central de votre vision stratégique. Dernier défi commun, vous avez évoqué la nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles. On le voit dans plusieurs ateliers. Je ne suis pas sûr de saisir très concrètement ce que cela veut dire, mais néanmoins, je crois qu'il faut poser une question et donner une forme particulière à ce défi. La question est de savoir si l'évolution des pratiques professionnelles se fait en faisant évoluer un référentiel métier, ce qu'on sait faire dans beaucoup de milieux professionnels, ou si l'évolution des pratiques professionnelles doit se faire dans une démarche, ouvrez les guillemets, de formation-action. Certains d'entre vous évoquent volontiers les démarches de recherche-action. Je me demande si la formation dont vous avez besoin sur un certain nombre de sujets que vous réclamez, que vous attendez, si cette formation ne doit s'éloigner de la forme académique classique et prendre une forme plutôt liée à l'expérimentation, à l'action elle-même. Et enfin, je ne saurais trop insister sur la nécessité, sur le défi permanent que représente pour des organismes comme les vôtres le besoin de clarifier, d'énoncer et d'articuler les 4 formes d'engagement qui font vivre les centres sociaux comme les autres structures sociales et professionnelles, qui sont l'engagement des professionnels, l'engagement des volontaires, l'engagement des bénévoles et l'engagement des citoyens que vous appelez les habitants qui sont autour de vous. Ces 4 formes d'engagement sont différentes, elles n'occupent pas les mêmes places, elles n'ont pas les mêmes leviers, mais elles sont toutes nécessaires à la vitalité et à l'avenir des centres sociaux. Je vous remercie. Merci Yannick.